À Toulouse, tout près des bords de la Garonne, nous pouvons écouter en cet après-midi de décembre quelques notes s'échapper de l'ancienne chapelle Saint-Pierre qui adoucissent l'agitation du centre-ville. Revenons quelques jours en arrière. Nous sommes encore en pleine semaine et l'orchestre du Capitole répète les danses symphoniques de Rachmaninov. Un concert très attendu. Certains mélomanes attendent dans le froid, espérant croiser le regard d'un des musiciens de l'orchestre, notamment Rebecca Remy, oboïste solo qui est très populaire. Un franc succès presque assuré d'ici quelques jours, dont nos journalistes ont essayé d'entrevoir les coulisses. Rachmaninov, il est né dans une famille de musiciens de la petite bourgeoisie à la fin du 19e siècle. Et il a un parcours classique où il a accès à la musique dès très jeune. Il sort du conservatoire de Moscou, diplômé avec un premier prix en composition à ses 19 ans. Et dès ce moment-là, il est assez reconnu dans le milieu musical. Il a notamment comme admirateur Tchaïkovski. C'est d'ailleurs en son hommage qu'il composera le trio élégiaque numéro 2. Chez Rachmaninov, ce qui est important de savoir, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui avait une vie bien remplie. C'est-à-dire que, en fait, dès sa vingtaine, il est à la fois compositeur, chef d'orchestre, pianiste, interprète, et même parfois prof de piano pour arrondir ses fins de mois. En 1897, donc il a 24 ans, a lieu la création de sa première symphonie. C'est un échec cuisant, et c'est pour lui une grande surprise, parce qu'il s'attendait, grâce à cette symphonie, à rentrer enfin, à se faire une vraie place dans le milieu musical. Or, ça entraîne du coup une grosse déception, que ce ne soit pas le cas, et ça mène à une première phase de dépression intense chez lui, qui sera quelque chose de récurrent dans sa vie, en ayant comme symptôme le fait qu'il arrête complètement d'écrire pendant ces périodes. En 1917, il fuit la révolution russe, et en fait il reviendra jamais en Russie, même si sa patrie semble beaucoup lui manquer, et que ses compositions sont évidemment complètement empreintes de musique russe. Il est important de comprendre que Rachmaninov ressemble peu à ses contemporains par ses choix stylistiques, puisque en France, on a l'impressionnisme avec des gens comme Ravel, Fauré, Debussy, qui tendent à réinventer le langage en réutilisant des modes anciens, notamment, donc la néomodalité. Et en Allemagne, on a des compositeurs comme Schoenberg, Bern, Webern, qui sont eux aussi dans une forme de transcendance du langage tonal, puisqu'on a la tonalité, donc l'absence de tonalité, et aussi l'invention de nouveaux langages comme le dodécaphonisme ou le sérialisme. Donc tous ces compositeurs, ils tendent à dépasser la tonalité, ce qui n'est pas du tout le cas de Rachmaninov, qui ne cherche pas à réinventer le langage musical, et qui lui reste plutôt dans la prolongation du mouvement précédent, c'est-à-dire le romantisme, et c'est comme ça qu'on le situe dans le mouvement post-romantique. En ce qui concerne l'œuvre, elle ne fait pas partie des plus connues de Rachmaninov, et c'est en fait la toute dernière qu'il a écrite dans sa vie, en 1940, et à l'origine, elle était faite de 3 mouvements qui avaient des noms, c'est-à-dire midi, crépuscule et minuit. Selon moi, c'est une œuvre qui est vraiment complète, qui représente très très bien l'étendue du style de Rachmaninov. C'est une œuvre qui est à la fois torturée et lumineuse. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, je me suis blessée à la cheville il y a quelques jours. Et même si j'ai tout fait pour essayer d'être présente ce soir, c'était vraiment impossible pour moi d'assurer le concert dans de bonnes conditions. Je dois avouer que je suis très déçue de ne pas participer, d'autant plus qu'il s'agit d'une pièce qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'une des rares œuvres symphoniques qui offre un solo de saxophone et j'attendais ce moment depuis vraiment longtemps.
Alors manquer ça, c'est dur, je ne vous le cache pas. Aussi, je suis encore plus déçue, car cette pièce me touche en particulier parce qu'elle regorge de clins d'œil musicaux. On y retrouve des citations de plusieurs œuvres du compositeur, presque comme un retour sur son propre parcours, comme le thème de la symphonie numéro 1. On y retrouve aussi le thème sacré « Béni soit le Seigneur », ou bien encore le dies irae. C'est une sorte de mosaïque musicale, et c'est passionnant à jouer. Alors évidemment, manquer ce concert-là, c'est un coup dur. Mais je soutiens toute l'équipe à distance, et je sais que l'orchestre offrira au public une très belle performance. J'ai hâte de revenir dès que ma cheville me le permettra. Au revoir. Après maints efforts, nous avons pu mettre la main sur Rebecca Remy, la oboïste tant adulée de l'orchestre, pour une interview exclusive. Bonjour. Dans le premier mouvement, nous retrouvons un fort contraste, car nous avons d'un côté une chanson populaire russe qui est très douce et mélodique, ce qui rappelle en soi les origines du compositeur. Et de l'autre, nous avons le saxophone solo qui joue une mélodie avec un timbre qui sonne très américanisant. Ce terme renvoie une couleur sonore proche du jazz, assez chaude et presque cinématographique. Et cet ensemble crée une atmosphère très nostalgique. Du coup, ce contraste musical illustre parfaitement la situation de Rachmaninov, c'est-à-dire il est un Russe exilé aux États-Unis et ça montre les deux époques de sa vie en même temps, mais sur deux continents différents. Dans le deuxième mouvement, nous retrouvons un autre contraste, cette fois-ci différent, mais toutefois assez proche. On retrouve une valse très legato et plutôt douce qui rappelle une musique russe, une sonorité encore russe. Et de l'autre côté, nous retrouvons le côté grinçant des trompettes avec sa mélodie qui rappelle un peu plus les images de la guerre. On passe donc d'un élan, avec ce contraste, d'un élan très lyrique et chantant à un élément très dramatique et tendu. L'esprit des mouvements devient alors presque élégiaque et nous fait entendre comme un monde perdu malgré toute l'histoire qu'il a vécue. Dans le troisième mouvement, nous retrouvons aussi un contraste très fort entre deux thèmes qui s'opposent. On a d'un côté le dies irae, un thème très ancien qui s'associe plus souvent à la mort. Et de l'autre, nous avons le Béni sois-tu Seigneur, qui est lui tiré des vêpres. Et contrairement au dies irae qui est associé à la mort, celui-là s'associe plutôt à la lumière et à la joie. On entend donc littéralement la musique osciller entre deux parties, la mort et la renaissance. Cela prolonge l'idée centrale de l'œuvre qui ramène toujours à cette tension permanente entre ombre et lumière, passé et présent, et perte et renouveau. Et je vous dis à bientôt pour le concert. Après ce concert, nous pouvons donc dire que ces danses symphoniques condensent tout l'art de Rachmaninov à la fin de sa vie. On y entend ses racines russes, son exil aux États-Unis, sa nostalgie et son rapport profond à l'histoire à travers des contrastes très forts. Entre douceur et violence, entre passé et présent, entre ombre et lumière, l'œuvre raconte le parcours d'un compositeur partagé entre deux mondes. C'est une musique à la fois sombre et lumineuse qui parle de mémoire, de perte, mais aussi d'espoir. À cela s'ajoute une écriture orchestrale d'une grande imagination, des mélodies expressives et puissantes et une maîtrise du timbre qui confère à chaque moment une identité sonore forte. Ainsi, dans cette ultime œuvre, Rachmaninov scelle son héritage. Et pour rappeler que derrière cet édifice monumental se cachait un être bien réel, presque tendre dans ses contradictions, n'oublions pas que sa boisson préférée restait tout simplement le milkshake à la cerise.